Alors, il reste quelques petites places pour les personnes qui veulent s'installer. Et on va pouvoir commencer cette dernière session de la journée qui va intéresser notamment les développeurs d'applications puisque Shaban Barakat de Snyk va nous présenter comment assurer la sécurité d'une application pendant le cycle de développement. C'est à vous maintenant. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci d'être aussi nombreux en cette fin de journée. Alors, avant de commencer, petite question. Qui ici est développeur ou développeuse? Ouais. Qui fait partie d'une équipe DevSecOps, plus sur la partie sécurité? OK. Et dernière question. Qui a déjà entendu parler de Snyk? OK. Pas mal. Alors, on a une petite demi-heure et vous allez voir, c'est assez sympa parce qu'on va parler de sécurité des applications, mais d'une manière un peu spéciale parce que ça sera sécurité des applications orientées développeurs. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir un speech pour les développeurs, mais c'est quelque chose qui va intéresser tout le monde dans une organisation, que ce soit l'équipe sécurité, les développeurs ou autres. Je m'appelle Shaban Barakat et comme on m'a bien présenté, je suis Solutions Engineer chez Snyk. Et on a comme mission chez Snyk de sensibiliser et d'habiliter les développeurs à faire de la sécurité. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment leur donner le pouvoir de pouvoir sécuriser leur application pendant le cycle de développement. Alors, pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire ça? Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est important? Parce qu'au fil des années, on a vraiment mis en place des outils pour que les développeurs développent de manière efficace. C'est tout ce qui est DevOps. Mais on n'a pas forcément pensé à la sécurité, ce qui fait que traditionnellement, la sécurité arrive tard dans le cycle de développement. Et les développeurs codent leur application en premier et l'équipe de sécurité arrive ensuite avec généralement un rapport qui n'est pas très bon, en disant aux développeurs, il y a plein de problèmes, il faut les corriger avant d'aller plus loin. Et personne n'est content. Donc comment rajouter la sécurité dans le cycle de développement? Comment rajouter le sec dans DevSecOps? Et c'est vraiment la mission qu'on a aujourd'hui et qu'on essaie de faire. Donc quand on parle de sécurité des applications, en réalité, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs parties qui composent une application. Et de ce fait, il y a plusieurs challenges qui rentrent en jeu lorsqu'on veut sécuriser une application. En l'occurrence, on les a sur cette slide avec l'iceberg. Donc, quand il s'agit d'applications, le premier challenge, c'est mon code à moi, en tant que développeur, est-ce qu'il est vulnérable ou non? Comment savoir si j'introduis des problèmes de sécurité à ce niveau-là? Et on va voir comment les détecter avec Snyk Code en l'occurrence. On a aussi les librairies open source. Et là, je m'arrête un instant parce que c'est un gros challenge dans le sens où beaucoup de l'application est faite de librairies open source. Tout le monde, ou presque, utilise des librairies open source dans leur application. On en ramène beaucoup. Ces librairies open source dépendent de librairies open source souvent, ce qui fait qu'on a beaucoup de code open source et il y a un vrai challenge au niveau de est-ce qu'on introduit des vulnérabilités à ce niveau-là. Ensuite, les deux parties en dessous sont assez sympas parce que c'est des parties que les développeurs n'avaient pas l'habitude de faire avant. C'est plus lié au déploiement de l'application. Et aujourd'hui, les développeurs, on leur demande de créer leur conteneur pour déployer l'application, alors qu'ils ne sont pas forcément experts en conteneurisation et encore moins de la sécurité qui en découle. Donc on va pouvoir même leur donner un feedback à ce niveau-là. Et la dernière partie, c'est l'infra as code. L'infra as code, c'est tout ce qui est lié à l'infrastructure qu'on peut configurer avec des fichiers de code du type Kubernetes, Terraform, CloudFormation, ce genre de technologie. Et là, les développeurs ont encore une fois la responsabilité de créer ces fichiers sans avoir les outils nécessairement pour s'assurer qu'ils sont bien configurés. Okay. Donc là, c'est tout ce qu'on va regarder. On va illustrer ça avec la plateforme Snyk, qui, vous allez le voir, est vraiment intuitive puisqu'elle va être vraiment là pour donner ce feedback de manière simple et accessible à tous. Alors, où est-ce qu'on s'intègre dans le cycle de développement? En réalité, un peu partout.
mais on veut s'intégrer surtout le plus tôt possible. Donc vous avez souvent des outils qui s'intègrent dans la CI. C'est un petit peu tard, dans le sens où on veut vraiment s'intégrer le plus tôt possible. Donc on va surtout pousser des intégrations du type un plugin IDE pour pouvoir, dans l'IDE, avoir un feedback dès lors que j'écris mon code, ou alors dans mon GitHub, sur mes pull requests, avoir un feedback pour qu'à chaque changement de code, je puisse savoir si j'introduis une vulnérabilité ou pas. Et c'est de cette manière qu'on va pouvoir avoir la sécurité au fur et à mesure, en continu, dans le cycle de développement. OK ? Alors, on va passer à la partie intéressante dans un instant, la vraie partie intéressante, la plateforme. Avant ça, vous remarquez qu'il y a une partie à droite, qui est vraiment à droite pour le coup, qui est la partie production. C'est une partie qui est importante, dans le sens où, après avoir fini son application, on veut être alerté si des nouvelles vulnérabilités sont découvertes à l'intérieur. Donc, les vulnérabilités du type Log4Shell, Spring4Shell, que vous avez probablement entendu parler, ont été découvertes dans la majorité des cas sur des applications qui étaient déjà existantes. Et il y a eu un vrai challenge pour savoir si on était impacté. Donc, il y a toute une partie monitoring qui va rentrer en jeu. Dès lors qu'on scanne un projet, on va aussi avoir un monitoring qui va être mis en place. Et je vous invite à découvrir la plateforme Snyk pour voir tout ça. Alors, la plateforme Snyk ressemble à ça. Là, on est sur la plateforme web. Donc, évidemment, on peut faire ces scans de l'IDE, de la CI et un petit peu partout. Ce qu'on va explorer ici, c'est 3 projets que j'ai importés via GitHub et GitLab. Donc, je les ai directement importés en liant mon compte GitHub et GitLab. Et ils apparaissent à ce niveau-là. On va zoomer un petit peu. Si on prend le premier projet Juice Shop, par exemple, vous allez voir qu'à l'intérieur, plusieurs choses vont apparaître. Et en réalité, là, c'est les différentes parties de l'iceberg qu'on avait vues. Donc là, on me dit que dans Juice Shop, on a scanné le code au niveau du code source de Juice Shop. On a aussi scanné un Dockerfile qui passait par là. Et on a, au niveau des dépendances open source, des packages.json qui sont scannés. Petit bonus même, pour la partie infra as code, on a un YAML Kubernetes. Alors, l'idée, c'est, en tant que développeur, j'importe mon projet. Qu'est-ce que je fais à partir de là? On va regarder les 2 autres projets, surtout le dernier, et on va commencer par les dépendances open source. On prend ce projet parce que c'est du Java, c'est du Maven, et il y a pas mal de choses sympas, comme vous pouvez l'imaginer. Si je clique dessus, Snyk me dit, bon, il y a plein de problèmes dans le projet, 64 en l'occurrence. À partir de là, comment est-ce qu'on est dev-friendly? Comment est-ce qu'on est accessible au niveau de la remédiation de ces vulnérabilités? Première chose, la facilité de priorisation. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit clair pour moi, en tant que développeur, quelle vulnérabilité je dois corriger. Je ne peux pas en corriger 64. Ce n'est pas possible, ce n'est pas réaliste. L'idée, c'est qu'on va utiliser un score qui apparaît à droite pour chaque vulnérabilité et qui va me dire, sur une échelle de 0 à 1000, à quel point cette vulnérabilité est grave et à quel point je dois la fixer. Ce score, il prend en compte plusieurs facteurs. La sévérité de la vulnérabilité, mais aussi la maturité de l'exploit, à quel point est-ce qu'elle pourrait être exploitée par un acteur malicieux, et la facilité de résolution. L'idée derrière tout ça, c'est qu'en tant que développeur, je vois 64 problèmes, mais si je dois en corriger un aujourd'hui, c'est Log4j que je dois mettre à jour. Parce que Snyk a fait ce calcul pour moi. Et je n'ai pas d'effort mental de mon côté en me disant qu'est-ce que je fais. D'ailleurs, on a Spring4Shell juste en dessous. Et on a même un petit bonus au niveau des points où on nous dit que les gens en parlent sur Twitter. Donc, potentielle phase d'attaque si on est exposé. Bon, tout ça, c'est très bien. Mais comment je le corrige, ce problème? Et là, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la remédiation. Et là, c'est assez simple, puisqu'il y a un bouton vert qui me permet de mettre à jour mon Log4j. Rien d'exceptionnel ici, mais je peux directement ouvrir une pull request pour mettre à jour ma dépendance et fixer mon problème. Donc le workflow, c'est j'importe mon projet, j'identifie la vulnérabilité critique,
et j'ouvre ma merge request qui ressemble à une merge request de ce type, où Snyk met à jour log4j ici, et je fixe mon problème. Si on a toujours du Wi-Fi. Ouais. Et voilà comment je fixe mon log4j à niveau de Snyk. Et c'est vraiment le workflow qu'on veut mettre en place. Il y a toujours 63 problèmes dans le projet, mais je sais que j'ai corrigé le plus critique. Et je sais que si je dois en corriger d'autres, c'est ceux qui suivent sur la liste. Généralement, pour vous donner un ordre de grandeur, on ne laisse pas passer des vulnérabilités au-dessus de 800, parce que c'est des choses qui sont vraiment critiques. Et c'est comme ça qu'on met Snyk en place d'un point de vue vulnérabilité à fixer. Alors, pour ceux qui ont l'œil, en réalité, je n'ai pas 64 problèmes de sécurité dans ce projet. Il y en a 6, c'est des problèmes de licence. Et ça, c'est un sujet qui peut arriver assez souvent parce que chaque dépendance va avoir une licence associée qui va dire aux personnes qui l'utilisent à quel point on peut l'utiliser et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et il y a des licences plus permissives que d'autres. Certaines permettent un usage commercial, d'autres non. Certaines permettent un usage sous réserve de rendre tout le code open source. Donc si on ne veut pas avoir des problèmes légaux, on va pouvoir aussi identifier ces dépendances au passage. Et ça peut être un sujet assez sensible également. Bon, on a fait le tour des dépendances open source. Mon projet n'est plus vulnérable, entre guillemets, assumons-le. Qu'en est-il de mon code? Si on regarde la partie code analysis qui reprend mon code à moi, on va prendre ce projet Goof. Et plusieurs problèmes vont être remontés. Avant de les regarder, vote à main levée, qui parmi vous a déjà utilisé un outil d'analyse statique de code, que ce soit Snyk ou autre? OK. Donc, c'est des outils qui sont assez connus, qui sont implémentés généralement dans les cycles de développement, mais qui ne sont pas traditionnellement adoptés ou qui ne sont pas très appréciés. Et la raison pour laquelle il n'y a pas vraiment d'adoption au niveau des outils d'analyse statique, c'est que généralement, c'est des outils qui mettent pas mal de temps à scanner, qui remontent beaucoup de vulnérabilités pas toujours pertinentes. Donc, on a souvent des faux positifs. Et on ne sait pas toujours quoi faire avec ces problèmes. Je vais vous passer le speech marketing et commercial qui parle de machine learning et tout ce qu'il y a derrière. Mais derrière, il y a une approche qui est techniquement très intéressante au niveau de l'analyse qu'on va faire. Pour faire simple, le moteur ici a été entraîné sur des repos publics sur GitHub. Ça s'est entraîné à détecter des problèmes de sécurité du type command injection, SQL injection. Pour les faire remonter, la grande différence, c'est que les scans seront très rapides et qu'on va pouvoir les avoir même dans l'IDE en temps réel. En plus de ça, on va avoir des résultats plus pertinents grâce à cette approche. Alors, petit aparté, on a un freemium avec Snyk qui permet de scanner des projets sous un nombre limité, mais je vous invite à le tester, surtout pour la partie analyse statique et surtout si vous avez un autre outil en place ou d'expérience pour faire la comparaison et voir les différences. Bon, c'est sympa, il y a plein de problèmes dans mon projet. Qu'est-ce que je fais? Et c'est là où on va même apporter un exemple de remédiation, et c'est ce qui va permettre d'avoir de l'adoption au niveau de l'outil au final. Parce que pour chaque vulnérabilité, on va proposer un fix analysis en haut à droite, qui va aller dire au développeur, tu as une command injection dans ton projet, tu n'es pas le seul. On en a vu d'autres, des command injection, et on a vu comment les gens les ont fixés. D'une manière générale, voici des patterns de résolution qui sont remontés. Et là, c'est le même moteur qui s'est dit, bon, je vois ça à quelle tête, une command injection, je vois ça à quelle tête, un fixe de command injection aussi, parce qu'il y en a plein sur des repos publics disponibles sur GitHub. C'est vraiment l'approche qui est prise derrière. Ce qui est sympa, c'est que moi, en tant que développeur, j'ai un exemple de remédiation qui me permet de commencer à voir comment je pourrais fixer ce problème. OK, alors j'ai un bonus à ce niveau-là, mais je vais le laisser pour la fin de la présentation. On peut passer sur la partie conteneur pour l'instant. La partie conteneur, on peut faire plusieurs choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici,
Mais vous pouvez voir que mes projets, si un Dockerfile est présent dans le repo, c'est scanné. Pour qu'au passage, Snyk me dise, super, on va faire un conteneur. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme image de base? Et est-ce que c'est la meilleure image de base possible d'un point de vue sécurité? Et là, Snyk va me dire, très bien, tu utilises Node 14.1.0, on y trouve plus de 1000 vulnérabilités. Pas top. On ne va pas les fixer une par une, on ne va pas rentrer dans le détail, mais voilà ce que tu peux faire pour améliorer les choses. Tu as d'autres versions de Node disponibles. La version 16, par exemple, qui permet de réduire de plus de moitié ce nombre de vulnérabilités. Mais si possible, on a aussi des images slim qu'on peut utiliser. Si c'est applicable ici, on peut réduire d'un facteur plus de 10 le nombre de vulnérabilités. On peut rentrer dans le détail, je peux vous montrer toutes sortes de features, mais l'idée, c'est vraiment de rester simple et de montrer aux développeurs, voilà la situation actuelle, voilà ce qu'on peut faire pour améliorer les choses. Okay, et là, on est vraiment sur le Dockerfile dès lors qu'il est disponible dans le repo, à savoir qu'on peut aussi scanner les images pour rentrer plus dans le détail sur potentiellement des vulnérabilités introduites sur des librairies additionnelles ou autres. Mais pour illustrer un petit peu la partie conteneur, on peut par exemple donner des recommandations sur l'image de base. OK, alors pour mon conteneur, peut-être que je vais utiliser Kubernetes par exemple pour l'orchestration. Et là, la question c'est comment est-ce que je configure mon cluster Kubernetes d'une manière sécurisée? Et là, ce n'est pas vraiment évident, surtout si je n'ai pas d'expérience Kubernetes ou sécurité approfondie. Si on revient sur Juice Shop, on a un YAML disponible à ce niveau-là. Donc là, j'ai configuré mon Kubernetes, mon cluster, au niveau de ce fichier. Snyk va me dire, très bien, il y a quelques soucis de sécurité qui vont m'être remontés avec un niveau de sévérité pour chaque problème. Si on prend par exemple ce problème, privilege container, Snyk me dit, ton conteneur va avoir des privilèges. Est-ce que tu en as besoin? Potentiellement, on peut avoir des soucis. Alors là, c'est simple. 3 indications. Si je clique sur Show More Details, on a premièrement, quel est le problème? Deuxièmement, quel est l'impact? Pour expliquer un petit peu ce qui peut arriver si on a trop de privilèges sur un conteneur. Et finalement, troisième point, toujours la résolution, en disant, on a un problème certes, si on veut le résoudre, si on doit le résoudre, voilà comment on va le faire. Et en réalité, ici, j'ai à changer mon privileged true pour configurer mon cluster sans privilège. OK. Et l'idée derrière, c'est tout le monde peut avoir accès à cette information et la résoudre si on a besoin d'enlever les privilèges dans cet exemple-là. Alors, avant d'aller sur la partie bonus, un petit tour sur la partie rapport, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de Snyk qui sont des équipes de sécurité ou des team leads ou des responsables qui veulent juste avoir un aperçu de la sécurité d'une application ou d'une équipe. Donc évidemment, l'intérêt d'avoir une plateforme qui va tout centraliser, c'est qu'on va pouvoir avoir une vue centralisée au niveau de mes problèmes. Donc ici, j'ai une partie rapport. Pas besoin de rentrer dans les détails de tout ce qu'on peut y faire, mais par exemple, lorsque Log4j a été, lorsque Log4Shell a été découvert dans Log4j, pour savoir si on avait du Log4Shell, on est allé directement dans la partie rapport. On n'est pas allé dans chaque POM XML, projet par projet, pour les analyser. Donc là, dans les dépendances, je peux avoir une vue centralisée de tout ce qui m'intéresse. J'ai toutes mes dépendances. Est-ce que j'ai du Log4j? C'est une information qu'on peut extraire rapidement. On a même des équipes légales qui utilisent Snyk, qui ont accès à la plateforme, qui vont dans les licences et qui ont pour mission de vérifier qu'il n'y a pas de GPL2, par exemple. Elles se connectent et puis elles identifient les projets qui contiennent du GPL2 et les dépendances qui posent souci. Donc c'est vraiment une plateforme qui va pouvoir être utilisée par tout le monde, principalement les développeurs, évidemment, pendant le cycle de développement. Mais on va aussi avoir toute personne de la sécurité ou d'une équipe légale également
qui va pouvoir avoir une vue sur ce type d'information. Alors, quel est le bonus dont j'ai parlé? Alors, c'est un bonus super sympa qu'on a lancé en décembre, janvier dernier. Et c'est pour aller encore plus tôt dans le cycle de développement. Alors, le plus tôt, c'est en réalité dans la tête des développeurs. Comment on va dans la tête des développeurs? En faisant de la sensibilisation d'un point de vue éducationnel. C'est-à-dire que là, mes vulnérabilités, quelques-unes, de plus en plus, vont avoir un petit bouton. Alors si j'en trouve une, par exemple, tiens, ça a disparu. Certaines vulnérabilités vont avoir un petit bouton du type « clique ici pour en savoir un peu plus ». Si je clique, je vais atterrir sur une plateforme qui s'appelle Snyk Learn et qui va me donner des ateliers interactifs pour en savoir un peu plus sur, par exemple ici, les effets d'un conteneur qui aurait trop de privilèges. Et là, c'est super sympa, ce n'est pas un examen. Je peux juste tester sur une application vulnérable quelles peuvent être les conséquences. Et le but, finalement, c'est de donner ce type d'information pour que les développeurs sachent si on a besoin de mettre des privilèges ou pas dans ce cas-là ou dans un autre cas. Donc on a plein de petites leçons qui commencent à apparaître. C'est une plateforme qui est ouverte à tous aujourd'hui, donc je vous invite à y jeter un coup d'œil également. Mais ça suit vraiment la philosophie de Snyk qui est de donner, d'habiliter les développeurs à faire de la sécurité et les sensibiliser pour vraiment qu'on ait la sécurité de manière naturelle pendant le cycle de développement. Et on a plein d'exemples sympas pour d'autres vulnérabilités. Alors voilà le tour de la plateforme Snyk. On a plusieurs parties, donc on a vu au niveau de l'application. Mais s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est qu'on va vraiment toujours mettre le développeur au cœur de l'expérience. Ce qu'on veut, c'est que l'outil soit adopté et on va toujours essayer de rendre l'outil simple d'utilisation. Et je vous invite à suivre Snyk. Il y a plein de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles parties qu'on va scanner. Il y a des choses qui ne sont pas sur l'iceberg aujourd'hui qu'on va scanner prochainement. Et donc, je vous invite à garder un œil sur Snyk et à tester la plateforme via le freemium si vous en avez l'occasion. Il nous reste 8 minutes. Donc, je vais ouvrir le champ aux potentielles questions que vous auriez. Si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Bonjour. J'ai vu qu'il y avait principalement des failles évoquées sur Java. Est-ce qu'il y a d'autres langages, enfin, est-ce qu'il y a plusieurs langages qui sont couverts ou c'est... Il y a plusieurs langages qui sont couverts, oui. Les plus populaires, entre guillemets, mais on va retrouver JavaScript, Java, Go, .NET, C#, Ruby, Kotlin. Ça dépend de si on parle de la partie open source ou analyse statique, mais l'idée, c'est de couvrir ces langages-là. Donc on a pas mal de langages de couverts, oui. L'idée, c'est aussi d'avoir un outil pour toute la stack et pas plein d'outils différents à mettre en place. Vous proposez un hébergement on-prem ou vous êtes en SaaS? Alors, on a différentes solutions qu'on peut mettre en place qui dépendent de votre besoin. On est naturellement une plateforme SaaS, c'est pour ça qu'on est facile d'intégration et facile d'utilisation. Mais on peut passer sur un modèle plus hybride s'il y a vraiment un besoin particulier où on veut avoir les données qui ne passent pas forcément par notre SaaS. Et je vous invite à passer sur notre stand si vous voulez en savoir plus pour avoir plus de détails. Est-ce qu'il y a d'autres questions par ici? Salut. Ouais, du coup, une question aussi. Est-ce que tu es capable avec Snyk d'aller vérifier les secrets qui seraient leakés lorsqu'un dev vient pouler son code? Alors, tout ce qui est secret, ça va faire partie de la partie analyse statique. C'est-à-dire que si j'ai des secrets qui traînent dans mon code, ça va être détecté comme une faille en soi pour que ça soit remonté du même manière, du type hard-coded secret comme celle qu'on peut voir ici. On focalise vraiment sur les failles de sécurité comme vous pouvez le voir. Donc si vous êtes habitué à des scans plus de type qualité, pas encore, pour ne pas faire de bruit d'un point de vue sécurité. Mais les secrets font partie d'aujourd'hui de ce qu'on va détecter. Ouais.
Merci. Pas de problème. Je crois que quelqu'un avait levé la main. Ah, bon. Non. Si. Ma question, elle concerne le 4e item sur les vulnérabilités du cloud. Vous êtes sur une logique uniquement de sécuriser l'infra as code, par exemple avec du scan de code Terraform ou autre, ou vous vous intégrez directement aux plateformes pour aller faire ce que peut faire par exemple un outil type CSPM et contrôler la conf? Ouais, alors aujourd'hui, à l'heure actuelle, la partie IAC, ça couvre Terraform, CloudFormation, pour dire aux développeurs le fichier que tu viens d'écrire est bien ou mal configuré. Du coup, c'est un petit peu un spoil. Si vous voulez garder un œil sur Snyk, on va vraiment rentrer dans la partie cloud plus en détail. On a fait l'acquisition d'une entreprise qui s'appelle Fug, que je vous invite à découvrir, qui sera plus sur la partie CSPM. Pour la partie infra as code, on va aussi faire du drift grâce à une acquisition d'une entreprise qui s'appelle CloudSkiff, qui est française pour le coup, et qui va nous permettre de savoir, par exemple, si, disons que dans mon Terraform, j'ai dit que mon S3 allait être encrypté sur AWS, CloudSkiff va me permettre de vérifier si en production, mon S3 est toujours encrypté ou si ça a changé avec le temps pour des raisons X ou Y. Si ça a changé, on n'a pas ce qui est attendu dans le Terraform, on a un drift et donc un souci de sécurité. Donc, ce qui arrive, Drift, c'est d'ailleurs déjà là, et Cloud, avec ce qui est sympa, c'est qu'on va garder cette approche où on va pouvoir dire aux développeurs, d'accord, il y a des soucis dans le cloud, voilà d'où ça vient dans le code, si c'est applicable. Mais on va vraiment essayer de garder cette philosophie, donc la partie code to cloud, cloud to code, et c'est quelque chose qui va arriver très prochainement. Y a-t-il d'autres questions? Il m'avait semblé voir quelqu'un lever la main tout à l'heure, mais apparemment la question a été traitée. Eh bien, écoutez, merci. Est-ce que vous avez le numéro de votre je m'entends derrière là, le numéro de votre stand en tête? Oui, on est au stand A9, donc je vous invite à passer si vous avez d'autres questions ou souhaitez en savoir plus. Et je vous remercie d'être resté pour m'écouter. Merci, c'était donc la dernière session de la journée. On se retrouve demain et après-demain pour d'autres démos techniques. Bonne soirée à toutes et à tous.